Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, les mystères du tueur au couteau et des questions sur les fiches S. À quoi servent-elles? Peut-on améliorer leur efficacité? Ce sera l'enquête du 8h dans un instant avec Guillaume Bier. Quant à Asimov, qui a semble-t-il tourné une vidéo d'allégeance à Daesh avant de passer à l'acte, il était considéré par les services de renseignement comme un suiveur, un jeune homme moins inquiétant que ceux qu'il fréquentait. Dans ce journal, nous irons à Vendin-le-Viel, la prison du Pas-de-Calais qui ouvre un nouveau quartier pour les détenus radicalisés. Et à 8h15, le vivier tchétchène. Pourquoi cette province russe est-elle devenue un laboratoire de la violence islamiste? L'ex-ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov, sera notre invité. Dans l'actualité encore, Jérusalem consacrée par l'Amérique de Trump comme capitale d'Israël. Cérémonie d'ouverture de l'ambassade sous haute tension cet après-midi. Les syndicats de la SNCF qui remobilisent, très peu de trains aujourd'hui. Et Neymar, toujours évasif sur son avenir au PSG. La gare de Marseille en octobre dernier, 2 morts. Carcassonne et Trèbes en mars, 4 morts. Paris, rue Monsigny, samedi soir, 1 mort. Et à chaque fois, des individus agissant seuls, parfois avec des moyens rudimentaires. À Paris, un simple couteau de cuisine de 10 cm. A priori, c'est imprévisible et imparable. Sauf qu'une nouvelle fois, comme le terroriste de Trèbes, celui de Paris était fiché. Il était connu des services de renseignement. Bonjour Guillaume Bier. Bonjour. Les services le connaissaient mais ne le considéraient pas comme particulièrement inquiétant. Exactement, il était fiché S depuis juillet 2016, presque 2 ans, uniquement à cause de ses fréquentations. Un groupe de 7 à 8 personnes radicalisées, ayant des velléités de départ vers la Syrie, mais lui a toujours été considéré comme un suiveur à la marge de ce groupe, jamais de signes inquiétants. Et à partir de janvier 2017, les services de renseignement ont complètement relâché l'attention sur lui. D'après nos informations, cela faisait 16 mois qu'il n'avait rien écrit, rien collecté sur lui. Il a été en quelque sorte oublié. Et du coup, personne n'a vu venir son passage à l'acte. Tout cela conduit quand même à se demander à quoi sert ce fichage. Et d'abord, Guillaume, comment expliquer que des fichiers S puissent passer à l'acte? Eh bien parce qu'une fiche S, ça n'est pas une camisole de force. Au contraire, c'est un outil des services de renseignement, un outil discret. Et ceux qui font l'objet d'une telle fiche ne doivent surtout pas le savoir. Quand l'un d'entre eux passe à l'acte, comme samedi soir, c'est évidemment dramatique pour tout le monde. Mais paradoxalement, ça prouve aussi que la détection avait bien fonctionné, que les policiers du renseignement avaient senti que cette personne pouvait à un moment représenter un danger. Alors, la détection, c'est une chose, le suivi, c'en est une autre. Et c'est bien tout le problème actuellement, comme le souligne Christophe Rouget du syndicat d'officiers de police SCSI. Aujourd'hui, la fiche S fonctionne bien, la détection en France fonctionne très bien. Nous avons en revanche un problème de flux de personnes à surveiller. Jamais nous n'avons eu autant de personnes à surveiller dans nos radars. Donc aujourd'hui, nous devons concentrer tous nos efforts pour judiciariser ces individus les plus dangereux, c'est-à-dire réunir les éléments qui permettent de les conduire devant les juges pour les faire condamner. En clair, actuellement, les policiers du renseignement sont débordés. 25 000 personnes sont fichées S, dont près de 10 000 pour leur radicalisation religieuse. Ce ne sont pas toutes des bombes en puissance, mais matériellement impossible de toutes les suivre efficacement. Alors pourquoi ne pas réduire ce nombre et se concentrer sur les plus dangereux? Parce que ça ne réglerait pas le problème. Suivre les plus dangereux, c'est déjà ce que font les policiers. On est obligé de faire des choix, des arbitrages, faute de moyens. Alors se concentrer uniquement sur cela, ça reviendrait à abandonner ceux qui sont jugés les moins dangereux, ceux qui sont en bas du spectre. Or, c'était typiquement le cas du terroriste de samedi. Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Le suivi des fichiers S, c'est aussi une préoccupation pour le personnel pénitentiaire, pour ceux qui sont en détention. Et ce matin, justement, la prison ultra-sécuritaire de Vendin-le-Viel, dans le Pas-de-Calais, là où avait séjourné Salah Abdeslam pendant son procès en Belgique, ouvre un nouveau quartier pour les détenus radicalisés. Des hommes condamnés pour terrorisme dont la dangerosité sera évaluée là-bas pendant 4 mois. Pour Europe 1, Chloé Triomphe a pu visiter cette prison. 17 cellules pour 12 places seulement dans ce secteur réservé aux détenus radicalisés. Tout est pensé pour qu'ils ne croisent personne dans les coursives, excepté les 2 surveillants qui les escorteront à chacune de leurs sorties de cellules pour une activité spécifique. Une ambiance sécuritaire qui se ressent et qui s'entend, comme l'explique le chef d'établissement Vincent Vernet. Il n'y a pas de bruit. Contrairement à une maison d'arrêt, vous n'allez pas entendre des gens crier aux fenêtres. C'est souvent l'ambiance d'une maison centrale, c'est toujours d'un calme olympien. Et sur Vendin-le-Viel, la spécificité, c'est que chaque cellule est visible du Mirador.
Pendant 17 semaines, les détenus sélectionnés par l'administration seront observés de près, interrogés sur leur parcours criminel, sur leur vision de la société et de la religion. Mais ils seront aussi scrutés dans leur vie quotidienne, dans leur relation avec le personnel ou leur attitude en groupe lors d'un atelier. Le but est double et l'enjeu crucial, détecter ceux qui risquent de passer à l'acte si leur date de sortie approche et pour les autres qui ont encore de longues années de prison, repérer ceux qui pourraient faire du prosélytisme et qu'il faudra isoler une fois revenus en détention ordinaire pour éviter toute contamination. Chloé Triomphe à Vendin dans le Pas-de-Calais. La prison accueille ses premiers détenus radicalisés islamistes aujourd'hui. Europe 1, 8h05. C'est une ville sainte à la fois pour les musulmans, les juifs et les chrétiens. Une ville dont la partie Est a été annexée par Israël il y a 50 ans. C'est Jérusalem-Est dont les Palestiniens veulent faire la capitale de l'État auquel ils rêvent. Voilà pourquoi la décision unilatérale de Donald Trump soulève un tollé international et ravive la colère des territoires. Aujourd'hui, c'est donc le jour J. L'ambassade américaine va déménager cet après-midi dans l'enceinte de l'actuel consulat. Envoyé spécial d'Europe 1 à Jérusalem, Ariane Lavrieux. Juchée sur une colline à la sortie de Jérusalem, l'ambassade surplombe la Cisjordanie et les villages palestiniens tout proches. Sur ses murs, une grande banderole bleue est étalée avec le slogan « Trump make Israel great again ». Trump redonne sa grandeur à Israël, une vue qui réjouit à vie en promenade avec ses enfants. Tous les pouvoirs politiques sont concentrés à Jérusalem, donc c'est quelque chose d'assez naturel. Et je pense que c'est assez hypocrite quand même que l'Europe ne fasse pas ce pas-là, quoi. Là, quand la vérité historique elle est là, il n'y a rien à craindre. Daniel n'est pas de cet avis. Avec 20 autres voisins, il a déposé un recours auprès de la justice pour tenter d'empêcher le déménagement. J'étais censé être heureux. Mais il y a une autre population qui vit à côté et parmi nous. Ils considèrent l'Est de Jérusalem comme leur capitale. Donc déménager sans négocier pour la paix, c'est stupide. Ça revient à dire aux Palestiniens, on n'en a rien à faire de vous et on agit comme on veut. Ce transfert reste pour l'instant surtout symbolique. Tous les services vont rester à Tel Aviv car il n'y a de la place que pour accueillir l'ambassadeur et quelques conseillers dans les bureaux de l'actuel consulat américain. À Jérusalem, Ariane Lavrieux, Europe 1. En Italie, les deux partis anti-système et eurosceptiques aux portes du pouvoir pour la première fois dans un pays d'Europe occidentale. La Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles doivent présenter aujourd'hui au président italien et révéler à l'opinion italienne l'accord de gouvernement et le nom du futur Premier ministre sur lesquels ils sont tous deux tombés d'accord. En France, c'est un jour de grève et un jour de vote à la SNCF. Grève très suivie, les syndicats ayant appelé à une journée sans cheminots. C'est vrai notamment pour les intercités, moins d'un train sur 5. Et sur les lignes de la région parisienne, moins d'un train sur 3. Le vote débute aujourd'hui également à l'appel des syndicats. Les cheminots sont appelés à se prononcer sur la réforme du gouvernement. Consultation sans légitimité, prévient la direction. Consultation qui doit se prolonger jusqu'à lundi prochain. Mais Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminots, lui dément tout essoufflement du mouvement. Du coup, il exige d'être reçu par le Premier ministre Édouard Philippe en ce début de semaine et pas fin mai comme prévu. Les 15 jours qui arrivent, les 15 jours suivants, nous, il n'y a pas de limite aux jours de grève. Je ne crains pas la radicalité. Par contre, je constate que le gouvernement, lui, il joue la montre. Il essaye de jouer le pourrissement. Au départ, il pensait que le vote à l'Assemblée mettrait un terme au conflit. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, il mise sur le vote au Sénat. Ça ne sera pas le cas, je le dis. Vous avez vu qu'Elisabeth Borne avait réagi en disant que SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilité resteront 100% publics et incessibles. C'est une garantie ? Non, c'est pas du tout une garantie. Elisabeth Borne, elle l'avait déjà dit à l'Assemblée nationale et ça l'a pas empêché de repousser les amendements qui allaient dans ce sens-là. Donc voilà, les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est ça que nous voulons voir, les textes du gouvernement. Donc nous exigeons que le Premier ministre nous reçoive en début de semaine pour nous présenter les amendements qu'il va porter au Sénat, qu'on puisse critiquer, amender, valider, mais qu'on puisse avoir enfin cette négociation que nous demandons depuis le début du conflit. Laurent Brun, le numéro 1 de la CGT Cheminots, ce matin en direct au micro de Raphaël Duchemin dans Europe 1. Bonjour. Des cheminots qui organisent aussi des opérations coup de poing. Ce matin à Marseille, les accès routiers à l'entrée de la gare Saint-Charles sont bloqués, de même que le dépôt de TER de Lille, le plus important de la région. Et puis un acte de malveillance à signaler sur la ligne Rouen-Paris à Gaillon dans l'Eure. Un câble de caténaire a été sectionné. La SNCF va porter plainte. Le trafic est interrompu dans les deux sens au moins jusqu'à 9h. La France, championne du monde des distributions de dividendes. Enquête de
l'ONG Oxfam, dont vous parlez, Axel de Tarlet, juste avant 8h. La France est le pays au monde où les entreprises cotées en bourse reversent la plus grande partie de leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires, au détriment des investissements et des salariés, selon l'Oxfam. Qui va gagner la future bataille de la voiture autonome? La banque UBS a mené l'enquête dans une vaste étude et le verdict est clair, Daniel Fortin, ce ne seront pas les constructeurs automobiles. Non, le grand vainqueur, ce sera Google avec sa filiale dédiée Waymo qui devrait rafler 60% du marché de la voiture autonome en 2030 partout dans le monde, sauf en Chine où c'est Baidu, le Google local, qui devrait faire la course tête. En tout cas, vous l'avez compris, le futur de l'automobile s'écrit désormais chez les géants du numérique et plus chez les constructeurs traditionnels, car ce qui compte désormais, ce sont les logiciels. UBS estime que Google a au moins 5 ans d'avance sur les constructeurs dans ce domaine, d'autant qu'il travaille déjà sur des niveaux d'autonomie très élevés, ce qui n'est pas le cas de l'industrie traditionnelle. Mais ça signifie que les constructeurs classiques vont disparaître? Alors pas tout à fait, selon UBS, certains comme General Motors ou Daimler ont pris le virage à temps. Les analystes estiment aussi que Renault, Nissan est encore dans la course, mais pour tous les autres, ce sera très compliqué. La seule chose qui peut les sauver, c'est le potentiel de ce marché de la voiture autonome. Il s'annonce gigantesque avec un potentiel donc de 2800 milliards de dollars contre 2000 milliards aujourd'hui pour la vente de voitures classiques. Ça donne une idée des enjeux. Daniel Fortin des Échos, merci. À l'instant, le président de l'université de Rennes 2 annonce que son campus, occupé depuis plusieurs semaines, vient d'être évacué par la police, à Rennes donc. Et maintenant, une immersion dans un collège parisien qui fait la chasse au téléphone portable. Il s'agit de se préparer à l'interdiction complète promise pour la prochaine rentrée de septembre. Et ce n'est pas une mince affaire. Du coup, au collège Debussy à Paris 15e, le principal mène une expérience lundi sans portable. Reportage Virginie Salmen. 12h02, première infraction constatée par le principal du collège. Bonjour jeune homme, vous aviez votre portable juste tout à l'heure, non? Oui. Il était où votre portable? Il est où là? Là. Et alors qu'est-ce que vous faisiez avec là? Le jeune homme en question, un élève de 6e, se justifie, il regardait l'heure. Ce sera un simple rappel à l'ordre pour cette fois. L'idée c'est de s'entraîner pour l'année prochaine. L'ambiance de la cour a changé, il y a plus de bruit, plus de jeux, constate monsieur Latière. J'en ai vu qui jouent aux cartes pour la première fois, donc je leur ai demandé de prévoir éventuellement des jeux pour s'occuper. Comme il n'y a plus de téléphone, on est obligé de se trouver des autres occupations, du coup là on fait un KEMS. Vous jouez aux cartes? Ouais. En discutant avec des élèves, la CPE se rend compte qu'il y a quelques récalcitrants. On en parlait à l'instant, ils sont pas du tout contents. Ils ont très peur pour l'année prochaine. La cour elle est petite. Par rapport en primaire, il y a beaucoup moins de jeux qu'on peut faire. Et on a certaines restrictions au niveau des ballons, on n'a pas le droit de les sortir. Dans le bureau du principal, Thomas, un parent d'élève venu pour un rendez-vous, adhère à 100%. Nous, on répète à la maison qu'il faut avoir une utilisation modérée. Et quelque part, il y a un écho avec ce qui se passe à l'école et du coup, c'est parfait. Et d'ailleurs, dès la rentrée, ce sera aux parents de venir chercher les téléphones confisqués. Virginie Salmen, le football avec les trophées UNFP, l'équivalent des Césars du foot français, le Brésilien du PSG Neymar, sacré meilleur joueur de Ligue 1, c'est son premier trophée individuel en France. Et peut-être son dernier, puisque des rumeurs persistantes imaginent le joueur le plus cher de l'histoire en Espagne ou en Angleterre. Quant à Neymar, lui, il entretient le flou, Julien Froment. Il a dribblé aussi facilement les journalistes que les joueurs de Ligue 1. Hier soir, Neymar, veste noire et or, trophée du meilleur joueur du championnat à la main, a éludé toutes les questions sur son avenir avec la désinvolture qu'on lui connaît. Tout le monde sait ce que je suis venu faire ici à Paris, les objectifs que j'ai. Maintenant, mes objectifs, c'est de faire la Coupe du Monde, pas de parler de transfert ou pas. J'y passe ma vie entière. À chaque mercato, on en parle. C'est un peu embêtant. L'Espagne cette semaine et l'Angleterre ce week-end envoient le prodige brésilien au Real Madrid et à Manchester United. Si le joueur reste évasif, du côté du club, on est catégorique. Neymar n'ira nulle part. Le président du PSG, Nasser El-Khelaifi. Pour Neymar, c'est sûr, il va rester 2000%, il va rester ici, il a un contrat, tout ça c'est faux, je réponds pas à la remarque. Un poker menteur dont le joueur et son entourage sont coutumiers. Ce type de situation s'est déjà passé à Barcelone et s'est conclu à chaque fois par une prolongation de contrat, avec à la clé une forte revalorisation salariale. Julien Froment, Neymar qui sera en Russie dans un mois pour le mondial. Europe 1.